La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B en partenariat avec l'AGFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Nous recevons Fiona Frick, une des femmes les plus puissantes de la finance en Suisse, on peut le dire. Nous parlons de gestion institutionnelle et gestion sophistiquée et aussi d'entrepreneuriat, puisqu'elle dirige depuis 2011 Unigestion, un des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants en Suisse. Fiona Frick, bienvenue dans B2B. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Pour commencer cette émission, portrait. Fiona Frick, vous avez commencé votre carrière comme analyste fondamentale chez Unigestion il y a 32 ans. Vous avez gravi tous les échelons de l'entreprise avant d'en prendre la direction. C'était en 2011. Vous avez commencé par obtenir une maîtrise en administration des affaires, puis quelques années plus tard, une licence en littérature et philosophie. Alors, fait intéressant, en 2018, l'investisseur américain Bill Miller, un ancien de Legg Mason, a versé 75 millions de dollars au département philosophie où il a fait ses études. C'est un gage de reconnaissance pour l'influence que cette discipline a eue sur sa carrière. Il en a été de même pour vous ? Claire, oui. Je pense que c'est un parcours qui m'a été presque plus utile que d'apprendre la théorie économique, parce que finalement, la théorie économique, tous les 20 ans, finalement, on se rend compte qu'elle a des limites et donc on en change. Mais la philosophie, c'est universel et c'est intemporel. Finalement, c'est des problèmes humains et des comportements qui sont discutés depuis des centaines d'années. Quelle est votre philosophie dans cet univers qu'est la finance ? Je suis très dans l'école existentialisme Sartre, le côté où l'existence précède l'essence, à savoir que finalement, on est en quelque part maître de son destin et qu'il n'y a pas de prédestination sur ce que vous devez devenir. Et donc, une certaine liberté dans ce sens-là. Un cas concret où la philosophie vous a vraiment aidé dans votre carrière ? La crise du Covid. J'ai regardé des podcasts de philosophie tout le temps. Aristote, les stoïciens, je trouve que ça donnait du courage. Comment ça ? Quel courage ça vous a donné ? Le courage de l'adversité, le courage de rester calme, de relativiser. Il y avait cette phrase... savoir ce qu'on peut contrôler, savoir ce qu'on ne peut pas contrôler et savoir comment agir entre les deux. Voilà, le Covid, on ne peut pas le contrôler, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Covid, source de stress, et le stress, la gestion du stress, c'est un sujet récurrent dans les métiers de la finance. Quel a été le moment le plus stressant de votre carrière ? 2008. 2008, parce qu'il y avait telle crise financière que vous aviez votre argent qui était déposé dans certaines banques et vous ne saviez pas si votre argent allait encore être là le lendemain. Je dirais le Covid aussi, parce que c'était quand même une expérience incroyable de se dire qu'on allait arrêter l'économie. Parce que la finance, finalement, ce n'est que le reflet de l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la finance quand on arrête l'économie ? Donc, c'était deux périodes qui étaient très, très stressantes. Comment vous gérez ce stress à ces moments-là critiques ? Il y a un confinement, pour prendre l'exemple de Covid, ou 2008, quand Lehman Brothers fait faillite, tout d'un coup, on est aussi inquiet pour toutes ces contreparties, ces relations financières. C'est comprendre ce qu'on contrôle et apprendre à se contrôler soi-même, déjà, c'est déjà pas mal. Il faut comprendre que ce qui est intéressant dans les marchés financiers, c'est qu'il y a un côté économique et marché, mais il y a aussi tout un côté psychologique. Et en fait, c'est très important de comprendre la psychologie du marché, parce qu'une nouvelle un jour peut faire que ça baisse, que le marché baisse de 5%, et une nouvelle un jour fait que le marché ne baisse pas. Et c'est tout cet aspect, ce mélange entre l'économie, la psychologie et le marché, où en fait, vous devez essayer de ne pas tomber dans les mêmes biais que vos investisseurs. Se connaître soi-même aussi dans ces moments-là. Vous parliez de 2008, la faillite de Lehman Brothers. Vous vous rappelez de la journée où vous avez appris ça ? Vous vous rappelez de cette journée ? Oui, je me rappelle même du bureau. On se rappelle généralement très bien des mauvaises nouvelles et des trucs inquiétants. Je me rappelle même du bureau où j'étais quand j'ai appris que Lehman avait tombé en défaut, on a commencé à regarder où est-ce que notre cash était déposé. Vous étiez où ? Chez Unigestion. Oui. Ouais. Et, Genève, à Genève. Ouais. Et c'était impressionnant. Vous avez fait quoi après cette annonce ?
vérifier où étaient nos petits, entre guillemets, notre argent, et donc et rassurer nos clients. Une fois qu'on était sûr que finalement on n'avait pas de risque de défaut sur là où était et que les investissements étaient au mieux compte tenu de la situation, c'était attendre, parce que finalement sur le long terme, on a des clients qui sont long terme, donc c'est des caisses de pension, c'est des assureurs, ils sont là pour 20 ans, ils sont là pour 40 ans, donc en fait il faut qu'ils tiennent, et il ne faut pas rentrer dans la spirale négative du marché. Et à la fin d'une journée pareille, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive à se détendre? On rentre à la maison, vous avez des enfants qui rentrent de l'école, qui vous expliquent qu'ils ont eu un 3 en maths et que c'est dramatique, et là vous relativisez. Fiona Frick, vous avez fait plus de 30 ans, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes toujours chez Unigestion, vous êtes rentré dans les années 90. Dans votre carrière, dans le fonctionnement de la finance, quel a été le changement aussi le plus bouleversant pour vous en 30 ans? Alors j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise qui faisait confiance aux jeunes et qui faisait confiance aux femmes. Donc j'ai travaillé avec M. Bernard Sabrier et M. Patrick Fenal, qui tout de suite m'ont donné des responsabilités. C'est ce que j'ai aimé quand je suis arrivée chez Unigestion. J'ai pas eu vraiment de période d'apprentissage. Je crois qu'une semaine après que j'étais là, on m'a donné une société à étudier, qui était une société qui faisait des bars au Japon, qui était un haut rendement, une obligation au rendement. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un rendement assez fort parce que c'était pas en très bonne qualité. Et donc il fallait que je regarde les comptes, comprendre il fallait investir dans cette société, etc. Et tout de suite, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'avais un impact, en fait, que j'avais un impact sur un portefeuille, un impact sur un client, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était la chance d'entrer dans une entreprise entrepreneuriale qui donne sa chance, en fait. Mais par contre, c'est vrai que quand je suis rentrée, on me demandait souvent, mais alors c'est comment d'être une femme dans la finance? Mais j'étais surtout entourée d'hommes, mais je dirais qu'une femme dans la finance en 30 ans, c'était un homme. Parce que finalement, mes modes de référence, c'était des modes masculins. Donc, je dirais que mon côté féminin, je l'ai développé plutôt dans les 20 dernières années, 15 dernières années, où j'ai pu voir d'autres femmes comme moi à travers la planète qui devenaient une minorité, mais assez subséquente pour former un groupe. L'arrivée de la technologie aussi chez Unigestion, la manière dont Unigestion a utilisé cette technologie, c'est ce qui vous a incité à y rester dans le temps? En fait, chez Unigestion, on croit beaucoup à l'homme aidé de la machine. C'est-à-dire, quelque part, la technologie, ça aide énormément à créer des processus qui sont rigoureux, à traiter énormément d'informations de manière synthétique. Et donc, du coup, on a beaucoup évolué avec la technologie qui progressait, le machine learning, faire du NLP, donc du Natural Language Processing. C'est trop compliqué, là. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Natural Language Processing, c'est au lieu que ce soit vous qui lisiez les titres, les journaux, et quelque part, en tant qu'humain, on comprend mieux, mais on lit moins vite que la machine. Vous avez une machine qui lit des tonnes de documents et qui va vous dire, là, c'est intéressant, il y a cette thématique qui ressort beaucoup. Une décision de taux d'intérêt de la Banque centrale, par exemple, c'est ce qui est lu et ce qui va déclencher après un ordre d'achat ou de vente? Ce ne sera jamais systématique comme ça, mais ce sera un signal qui nous est donné. Par exemple, on a ce qu'on appelle le newscaster, qui va lire toutes les nouvelles dans les journaux, etc., et qui va essayer de sentir le sentiment de marché, pour revenir sur cet aspect de psychologie dont on parlait tout à l'heure. Parce que typiquement, quand il y a eu le Covid, vous ne pouviez pas lire la situation économique dans les chiffres momentés, il fallait la comprendre différemment. Donc ces outils-là, par exemple de technologie, vous aident à avoir des signaux qui sont plus en avance par rapport à d'autres signaux plus historiques. Et pour la technologie d'un point de vue plus personnel, quel est votre rapport avec ces machines, ces systèmes, et où sont leurs limites selon vous? Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours travaillé dans les marchés, j'ai toujours été connectée au bureau. Donc même quand j'étais en vacances, j'étais connectée au bureau. Puis en fait, avec mon mari, on adore faire de la voile. Et je me rappelle de ces moments un peu bizarres où on se retrouvait dans une île en Grèce. Moi, aller chercher en catastrophe un café Wi-Fi pour essayer de me brancher, pour essayer de voir ce qui se passait sur les marchés. Donc ça, c'est sûr que ça a évolué parce que maintenant, avec mon téléphone portable, je peux être connectée tout le temps. Et les gens le voient comme peut-être une fin de liberté. Moi, je le vois comme une libération. C'est-à-dire que je sais que je peux partir en vacances et que s'il y a un problème, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, je peux le régler. Et pour moi, c'est une libération, il faut juste savoir le gérer. Vous parliez du bateau, du voilier, le réglage des voiles, ça vous inspire aussi parfois certaines décisions? Je trouve que ça se ressemble beaucoup à la finance, parce que finalement, vous ne contrôlez pas la mer, vous ne contrôlez pas le vent. La seule chose que vous contrôlez, c'est ce que vous allez faire avec votre bateau et avec vos voiles. Et donc, voilà, c'est une analogie, je trouve, qui est assez correcte. Le mot temps, alors ça, si on fait de la voile, on se rend vite compte de quoi il peut s'agir, parce que s'il n'y a pas de vent, ça prend du temps. Ce temps qui s'écoule, quel rôle est-ce qu'il a joué dans votre carrière? Ça a été un allié plutôt?
J'ai toujours été quelqu'un qui essaye de maximiser le temps. Donc maintenant, il faut que j'apprenne à... En termes de prise de décision, de décision de marché. Ouais, comprendre l'horizon temps de votre client, déjà. Et le lui rappeler. Parce que finalement, si vous avez un investisseur institutionnel, il a un horizon de temps long. Donc, il n'y a pas de raison qu'il prenne des décisions drastiques au jour le jour, sauf s'il y a un risque vraiment bien plus élevé que ce qu'on pense. Donc, c'est remettre le long terme dans des décisions qui pourraient être court terme. Dans ce qui a changé un petit peu dans le temps, vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure, c'est la place des femmes dans la finance. Vous étiez seul au tout début, il y a 32 ans. Moins maintenant, mais néanmoins, je pense qu'il y a toujours une grande majorité. Et vous vous engagez pour promouvoir les femmes dans la finance. Unigestion en particulier, par exemple, créer une bourse avec l'EPFL pour récompenser une jeune chercheuse. À quoi sert cette bourse exactement? Et elle a été lancée, sauf erreur, mi-2021. Est-ce qu'il y a déjà un premier retour sur ces résultats? Donc on travaille beaucoup chez Unigestion à essayer d'arriver à une parité qu'on n'arrive pas, parce que finalement on a environ un peu plus de 30% de femmes chez nous. Et on se rend compte qu'il y a des postes où c'est difficile d'engager des femmes, typiquement les postes un peu quantitatifs, économétriques, qui ont en relation avec tout ce qui est mathématiques, etc. Et c'était pour ça qu'on s'est dit qu'on allait sponsoriser avec le PFL une bourse pour que des femmes aient envie de travailler dans la finance quand elles sortent de là. Il ne faut pas se leurrer pour la femme. L'image qu'on avait de la finance il y a 15-20 ans, ce n'était pas une image qui faisait rêver. Wall Street, ça fait peut-être rêver certains hommes, peut-être plus même maintenant, mais ça faisait vraiment pas rêver la femme. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à intéresser les femmes à la finance en expliquant qu'il y a un but qui va au-delà de l'enrichissement personnel, en plus si vous gérez de l'argent institutionnel, et c'est super intéressant. Vous allez apprendre tous les jours, vous êtes un étudiant tous les jours. Et en quelques 18 mois de cette bourse, quel résultat vous avez obtenu pour l'instant? Ce qui se passe, c'est qu'on donne cette bourse, et puis généralement on offre une possibilité de stage à cette personne dans notre société, sur un projet de recherche qu'on va faire ensemble. Et le but, c'est si cette personne convient et que nous on lui convient, c'est qu'elle trouve un travail. Ouais. Vous avez le choix? Il y a assez de candidates ou d'élus potentiels? On a un programme où on prend 4 internes par an, où en fait c'est des gens qui sont à leur travail de master, où ils vont rester 6 mois avec nous et ils vont faire un travail de mémoire avec nous sur un projet dont on sera mis d'accord. Oui, il y a le choix. Parce qu'on travaille avec le PFL, avec maintenant aussi le Graduate Institute, Imperial College à Londres. Donc on essaye de voir des profils. Quelle année? En Afrique, les marchés actions perdent souvent 20% depuis le début de l'année. Le dollar est très fort, l'euro est très faible. Le franc est fort, ça c'est pas une nouveauté. L'inflation est vraiment à un niveau inédit et ça conduit à une remontée rapide des taux d'intérêt. Alors vous allez nous aider à y voir plus clair. Avant, un petit rappel vraiment bref. Unigestion, c'est une société basée à Genève, créée en 1971. Vous avez mentionné tout à l'heure son nom par Bernard Sabrier. Elle est présente en Asie, en Amérique du Nord, près de 200 employés et sauf erreur une vingtaine de milliards de francs sous gestion, essentiellement pour des clients institutionnels, des caisses de pension, des assureurs. Donc vous vivez ces mouvements de l'intérieur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un endroit, une classe d'actifs, un peu refuge, où on peut éviter de subir ces grosses corrections de marché? Ce qui est difficile cette année, c'est qu'il n'y a pas tellement de classes où vous pouvez vous protéger, il n'y a pas tellement de parachutes, parce que généralement, quand il y a une correction sur les marchés boursiers, l'endroit où on se protège, c'est sur le marché obligataire. Et le problème, c'est que depuis l'année dernière, les taux étaient tellement bas, compte tenu des banques centrales et des politiques très laxistes qui ont eu lieu ces dernières années, les taux étaient tellement bas qu'il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre pour aller plus bas, bien au contraire. Et avec l'inflation qui remonte, les taux ont remonté comme un élastique qui était trop tendu vers le bas. Donc cette année, c'est très difficile pour nos clients parce qu'ils perdent à la fois sur leur correction action, et c'est pas la pire des corrections qu'on a vues, parce que 20%, à part si vous êtes sur le Nasdaq, mais 20%, c'est encore une correction qui reste modérée par rapport à des 40% qu'on a connus en 2008. Mais c'est la succession du fait qu'il y a une correction à la fois sur les actions et à la fois sur les obligations qui rend la situation difficile pour nos clients. Qu'est-ce que vous dites alors à vos clients? Comment les rassurer, ou quelles décisions doivent-ils quand même prendre cette année? Nous, on leur dit de rester investis dans l'économie. Donc, on gère des actions et du private equity. Donc, on pense que c'est important de rester investi dans l'économie. Du côté et du non-côté. Du côté et du non-côté. Surtout dans une période d'inflation.
et de choisir des sociétés qui finalement ont la capacité de répercuter cette inflation sur le consommateur en partie et pas juste de l'absorber dans les coûts. Ça pourrait être clair, c'est des entreprises qui vont avoir ce qu'on appelle un pouvoir de marché. Donc Exactement. Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont ce pouvoir de marché? La qualité, le fait qu'elles sont meilleures dans leur domaine, dans des secteurs qui sont difficilement compressibles par le consommateur, la santé par exemple, la technologie, qui est devenue un nouveau secteur défensif quelque part. Donc c'est des sociétés, quelque part, les consommateurs consomment, quel que soit le marché. Unigestion est connue pour sa technicité, on l'a brièvement évoqué dans la première partie, et la gestion du risque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être mieux que d'autres absorbé ou géré cette volatilité vraiment exceptionnelle? Je dirais qu'on a compris que les obligations n'allaient pas servir de parachute durant cette année, parce que finalement les taux étaient tellement bas qu'il fallait faire autre chose. Après, je dirais que pour nous, la gestion du risque, c'est super intéressant, parce que c'est une pierre, c'est une phase d'une pierre qui est en fait, si vous connaissez votre risque, vous savez, vous comprenez quel appétit vous pouvez mettre, quel est votre appétit au risque et comment vous pouvez rentrer dans le marché. Donc c'est sûr que ça permet, quand vous voyez le monde par le risque, ça vous donne des bons points d'entrée ou des points de sortie sur le marché. Et ça vous permet de ne pas devoir vendre au pire moment ou de rater une hausse parce que le risque avait diminué, vous avez oublié de rentrer. Les regards se tournent vers 2023, gentiment. Vous y voyez un rebond, risque de récession? Risque de récession. Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que une inflation qui devient quand même beaucoup plus durable, elle est beaucoup moins... les banques centrales disaient qu'elle allait être transitoire, elle est beaucoup moins transitoire qu'avant. En plus, ça, c'est plus une inflation qui est juste sur l'énergie, c'est une inflation qui va au-delà maintenant, qui est vraiment bien distribuée un peu partout. S'il y a inflation, ça veut dire que les banques centrales vont continuer à être très agressives sur leur remontée de taux, parce que c'est leur premier mandat, il ne faut pas oublier ça, parce que la Banque centrale européenne, c'est son seul mandat d'ailleurs, contrairement à la Banque centrale américaine qui a aussi un mandat de croissance. Et donc, une récession pour 2023, oui. Et récession en 2023, ça signifie une correction sur les marchés actions de nouveau, ou bien là, on pourrait avoir quand même atteint en ce moment le plancher et au moins se stabiliser? En fait, les marchés, généralement, sont en avance sur l'économie. Donc, ce que le marché est en train de prévoir aujourd'hui, c'est en tout cas une correction de l'économie. On dirait que pour l'instant, elle n'a pas encore prévu vraiment une récession, mais elle a prévu des baisses des révisions de résultats par rapport aux entreprises, etc. Donc on pense que ça peut encore baisser un peu, mais qu'à un moment donné, ça va se stabiliser. Nos clients ont beaucoup de liquidités, parce que finalement, dans un cas comme maintenant, c'est vrai que c'était la seule protection. C'était la seule échappatoire. C'était la seule échappatoire. On garde ça sur un compte. Voilà. Seulement, quand il y a une inflation qui est aujourd'hui de 8-9%, la liquidité, elle perd de la valeur sur le long terme. Donc c'est une très bonne solution à court terme, mais ce n'est pas une bonne solution à long terme. Donc cet argent, à un moment donné, il devra être réinvesti. Vous avez évoqué les banques centrales. Il s'est passé donc un mouvement vraiment important cette année, c'est qu'on sort des taux d'intérêt négatifs, taux d'intérêt nominaux négatifs, parce que réel, l'inflation reste élevée. Est-ce qu'on a bien mesuré comment, vraiment de nombreuses années de taux d'intérêt négatifs, ça a créé des distorsions, et de sortir de cette période-là, comment vous voyez les changements à venir pour les investissements obligataires, par exemple, et au-delà de ce que va changer cette remontée des taux de manière structurelle pour l'économie? Alors, ça va mettre plus de volatilité sur l'économie, parce que finalement, on a quand même vécu une décennie qui était pas normale, où finalement l'économie était contrôlée par des banques centrales qui finalement tenaient des taux très bas et réinjectaient de la liquidité dans le marché. Donc, c'était pas très sain. Je dirais que c'est une bonne nouvelle sur le long terme que les taux remontent, parce que finalement, pour un pensionné ou pour un épargnant, finalement, il doit être capable d'investir dans des instruments pas trop risqués, tels que des obligations gouvernementales, et avoir quand même un rendement qui lui permette de faire face au réenchérissement de la vie. Ce qui était malsain dans la situation précédente, c'est qu'il fallait prendre un niveau de risque bien trop important pour arriver à une capacité d'avoir du rendement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que à long terme, c'est bien de sortir de ces distorsions, de ces taux trop bas, mais à long terme, on est tous morts, en Afrique. En attendant, comment on va gérer cette période-là? À 2 ans, c'est une bonne nouvelle. Déjà, les fonds de pension vont pouvoir avoir des meilleurs résultats. Tout à coup, leur passif semble moins grand qu'avant, parce qu'il y a une sorte de discount.
Et les fonds de pension, les assureurs vont pouvoir réinvestir dans des obligations, donc ça va rendre leur vie plus simple. C'est cette période de transition qui est compliquée, où il y a une réévaluation de l'économie, des valorisations des sociétés, etc. Il y a une autre transition dans la finance dont on parle beaucoup, c'est vers un nouveau modèle économique qui décarbonise, enlève le carbone de tout notre système. Vous étiez à Building Bridges il y a quelques semaines à Genève, cette grande conférence où on essaie justement de mettre la finance au service de la protection de la planète. Et j'aimerais avoir votre avis sur un argument, un débat intéressant qui s'est produit entre Patrick Audier de la Banque Lombard-Odier et Philippe Hildebrand du grand gérant d'actifs BlackRock sur le devoir de fiduciaire. Quel est vraiment votre rôle, vous, de gestionnaire d'actifs ? Patrick Audier dit il faut tenir compte des intérêts de nos clients. Et les intérêts de nos clients, c'est aussi la planète. Donc, on doit investir de manière durable. Et Philippe Hildebrand dit oui, c'est très bien. Mais à la fin de l'année, ma caisse de pension, qui est celle d'un enseignant, par exemple, doit payer les rentes. Donc, je dois d'abord lui verser des rendements financiers. Et c'est ma priorité. Comment vous vous situez, vous, chez Unigestion, dans ce débat ? Alors, je dirais qu'on est un gestionnaire européen. Et je dirais que la définition du devoir fiduciaire en Europe a quand même évolué par rapport à celle des États-Unis. BlackRock, c'est plutôt une société américaine. En Europe, aujourd'hui, on est conscient que le devoir fiduciaire va bien sûr aux clients, tout d'abord et principalement, mais il y a quand même aussi une sécurité qui va au-delà de la sécurité financière qu'on doit offrir aux clients. Parce que quand vous disiez, dans 10 ans, on est tous morts, la planète, si on fait rien, dans quelques décennies, on sera tous moins bien, en tout cas. On aura tous des problèmes, soit de santé, soit de nos maisons qui vont être détruites, etc. Donc, quelque part, on a une responsabilité par rapport à ce monde, parce que finalement, la finance, c'est un lien entre l'économie et les investisseurs. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que ce lien qui est en fait, c'est comme si on drainait de l'eau dans un endroit plutôt qu'un autre, il aille dans des endroits où, qui aident à résoudre ce problème. Mais même au-delà du devoir financier qui va au-delà du client, mais et qui peut être aussi avec la planète, je dirais que à aujourd'hui, tout le monde a signé, 80% du GDP mondial, je crois, a signé le net zéro pour 2050. S'engager à zéro émission nette pour 2050. Pour arriver à un degré le réchauffement climatique. 1,5 degré si vous prenez un indice de boursier aujourd'hui et que vous calculez sa température projetée à 2050, elle est à 4%. Donc vous dites, 4 degrés, excusez-moi. Donc vous dites qu'il y a quand même une dichotomie, parce que finalement, on vous dit que le monde doit aller à 1,5 en 2050 et l'économie est toujours à 4 aujourd'hui. Donc vous dites, il y a quand même une transformation qui va avoir lieu au niveau de l'économie qui va être massive. Et c'est pour ça que finalement le WEF parle de la 4e révolution industrielle, parce que tous les secteurs, que ce soit de l'aviation, à l'agriculture, au commerce, à la mode, vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc je dirais que c'est aussi une gestion du risque. Parce qu'à la fin, il y a des sociétés qui vont y arriver, il y a des sociétés qui ne vont pas y arriver. Il y a des pays qui vont souffrir énormément, pas forcément parce qu'elles ne se sont pas transformées, mais parce qu'elles sont au mauvais endroit au mauvais moment, ou un endroit où il y a beaucoup de risques climatiques. Donc c'est une gestion du risque dont il faut prendre compte dans n'importe quelle gestion de risque d'un portefeuille. Cette transformation, tout le monde ne va pas la réussir. Est-ce qu'il y a des exemples d'actifs présents dans vos portefeuilles il y a 10 ans qui aujourd'hui sont exclus, vendus ? Je dirais que on se permet encore aujourd'hui d'investir dans des énergies fossiles, dans certains groupes où on voit qu'il y a véritablement une volonté de transition. Par contre, on n'investit plus dans le charbon et on n'investit plus dans les sociétés d'énergie fossile qui n'ont pas démontré qu'elles ont un plan de transition qui est crédible. Donc, par exemple, BP versus Exxon, par exemple, juste pour citer. Prendre exemple, ça veut dire aussi que vous êtes un investisseur engagé, vous allez voter, vous allez discuter avec les directions pour qu'elles changent ? Oui. Alors, on fait ce qu'on appelle de l'engagement direct. Donc, finalement, on va aller sur les plus grosses positions dans nos portefeuilles et engager avec les sociétés directement. Mais ce que je trouve vraiment puissant, c'est ce qu'on appelle l'engagement collaboratif. Par exemple, sur le climat, il y a une organisation qui s'appelle Climate 100, où finalement, c'est différents asset managers et investisseurs qui se mettent ensemble et qui définissent pour chacune des sociétés, donc Climate 100, c'est les 100 plus gros pollueurs au monde, qui définissent pour ces sociétés est-ce qu'ils sont en ligne avec leur trajectoire de 2050 et qui donnent des pistes d'engagement et des pistes de votation pour aider ces sociétés à aller dans cette direction. Pour qu'elles changent. Voilà.
Pour terminer cette émission, Fiona Frick, notre quiz utile ou futile. Frédéric, à vous la première question. Merci Vincent. Êtes-vous, Fiona Frick, plutôt Bitcoin ou lingot d'or? Ni l'un les autres, ou les deux à la fois. Alors, les deux ont une place. Le marché a toujours raison, c'est vrai, c'est faux? C'est faux. Il y a tellement de psychologie dans les marchés. Le marché a sûrement raison à long terme, mais sur le court terme, il y a une volatilité qui est inexplicable par rapport à l'économie. Il y a beaucoup de dictons dans le marché. Il y en a un qui est fameux, sell in May and go away. On dit après qu'il faut compléter par, il faut racheter à la Saint-Léger qui est le 2 octobre. Ce genre de dictons, ça fonctionne? Il faut les suivre? En fait, ce qui est génial, c'est quand les gens essayent de comparer la finance à la physique. Il n'y a pas une loi qui dit que, par exemple, à la physique, je ne sais pas, l'eau bout à 100 degrés. En finance, une même nouvelle peut conduire à des réactions totalement différentes des investisseurs. Donc il y a un côté psychologique, c'est pas une science exacte. Donc les modèles, c'est bien, mais il faut juste comprendre que ça peut être faux aussi. Et pour terminer, quand vous n'êtes pas sur un bateau en train de faire de la voile, golf ou bowling? Yoga. Merci beaucoup, Fiona Frick, d'avoir été avec nous. Merci. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.